Yo c'est Kipa et bienvenue dans le premier épisode d'History of Everything. Et second pilote, oui vous ne rêvez pas, c'est bien un second pilote. Comment ça c'est un second pilote? Ça vient du fait que j'ai déjà réalisé une vidéo sur ce sujet et que je la trouve vraiment trop mauvaise. À tous les niveaux, que ce soit la qualité audio, la qualité vidéo, j'en passe les détails, voilà. Et dû à ce premier pilote, j'ai dû réaliser une intro, donc on va revenir dans la passé proche maintenant. Donc je vais parler de l'iPhone, et c'est pour ça que je vais utiliser un concept totalement original, que je pense que personne n'a fait, réellement personne n'a fait ça sur YouTube. Là tout court. Modestie zéro modestie, savourez l'égocentrisme. Bon. Et là je suis complètement content parce que je n'ai complètement pas abordé le sujet et je vous ai déjà fait perdre du temps. Bienvenue dans cette vidéo. Et oui, on va parler de l'iPhone. Si vous ne l'avez pas compris, c'est que vous êtes trop con. C'est dit. Quelle gentillesse, n'est-ce pas? Le portable qui coûte l'équivalent d'un SMIC français. Et bientôt, on devra vendre son rein pour l'acheter. Exactement. C'est de ce smartphone qu'on va parler. Merci ma voix off. Et si vous avez l'impression que Apple se fout de votre gueule, eh ben ils sont honnêtes, car dans le début des années 2000, pour Apple et Steve Jobs, les portables ce n'était que pour les NAS. Vous voyez, j'avais raison. Et je vais être honnête, tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo n'est juste que des résumés d'articles, car c'est ça la puissance qui part. Prenons, vous vous demandez comment l'iPhone est né? Il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. À l'époque, le produit phare d'Apple était l'iPod, et Apple savait que l'iPod pourrait se faire dépasser en termes par les portables. C'est pourquoi Steve Jobs décide de passer un accord avec Motorola, qui leur permettra d'intégrer iTunes sur un portable Motorola, et qui entraînera en 2005, soit 2 ans avant la sortie du premier iPhone, la sortie du Motorola Rock E1. Mais voilà, Steve Jobs se retrouve alors à le présenter, et durant toute la présentation, il n'est pas convaincu, et le tiendra comme une chaise sale. Et à la fin de la présentation, il va voir l'inventeur de l'iPod, Tony Fadell, et il va lui dire qu'ils aillent se faire foutre, on va faire notre propre portable. Oui, vous ne rêvez pas, le portable a été créé à cause d'une vengeance. Et il faut savoir que Steve Jobs avait demandé aux ingénieurs d'Apple de faire de la recherche sur les écrans tactiles, qui conduira par la suite à la fameuse iPad. Et si vous vous demandez si c'est important pour la suite de la vidéo, je vous répondrai que non, et qu'on s'en bat les couilles. Pour la création de l'iPhone, il va y avoir de quoi. Sur la question de l'iPhone, d'à côté, Tony Fadell, créateur de l'iPod, qui défendra l'idée d'un iPod phone, c'est-à-dire d'un iPod avec une fonction téléphonique dans lequel on naviguerait avec une roulette centrale. Parce qu'à l'époque, un iPod, ça ressemblait à ça. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est le système d'exploitation de ce prototype, nommé le prototype P1. Et de l'autre, Scott Forstall, qui deviendra directeur de la branche iOS quelques années plus tard. Pour Scott Forstall, qui défendra l'idée de faire un Mac miniature, en quelque sorte une tablette qui soit capable de passer des appels, et sera nommé le prototype P2. Oui, comme les McLaren P1. Et oui, je sais, cette blague arrive tardivement. Et par ailleurs, c'est une blague pourrie, mais j'adore le recyclage. Même on recyclait mes blagues pourries de mon premier pilote. Et je ne vous laisse pas deviner quel prototype qui sera choisi, car vous le savez. Selon Brian Merchant, qui a écrit The One Devise, The Secret History of the iPhone, et depuis tout à l'heure je vous résume le livre par un article qui résume le livre. Oui, on fait un résuméception, je sais c'est compliqué. Ah oui, sans Brian Merchant, il disait que le prototype P2 était perçu pour Apple comme trop futuriste et impossible. Mais ce qui entraînera l'adoption du prototype P2 vient du fait que tirer une roulette était trop fastidieux, et ça n'empêchera pas que Steve Jobs s'acharnera sur le prototype P1, et qu'ils fabriqueront 10 prototypes du prototype P1, ce qui entraînera que le prototype P1 sera plus avancé que le prototype P2, et c'est ce que vous remarquez au niveau de l'interface. Mais au fil du temps, Steve Jobs accepta le prototype P2 et se retrouva lors de la Macworld 2007 à présenter l'iPhone complètement zen, alors que le portable pouvait planter à tout moment de la conférence. Passons maintenant à la conception du portable. Les conditions de travail de l'iPhone étaient zen, même plus zen que chez Google, et c'était surtout paradisiaque. Sérieusement, vous avez réellement cru à ce climat paradisiaque?
Au contraire, c'était l'enfer. Partir du recrutement, car Steve Jobs demandera à Scott Forsythe, qui deviendra le patron du pôle iOS quelques années plus tard, les questions qu'il devra poser aux ingénieurs d'Apple lors du recrutement. Nous commençons un nouveau projet, c'est tellement secret que je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit, et vous allez travailler plus dur que vous ne l'avez jamais fait dans votre vie entière. Là on est au niveau 1 de la parano. Maintenant on va arriver dans la parano maximale. Les ingénieurs travailleront dans une pièce sans fenêtre et devront accéder à la pièce par badges spéciaux. Et Steve Jobs interdira aux agents de nettoyage d'entrer dans la pièce. Il y avait toujours un employé qui travaillait quelle que soit l'heure. C'est drôle pour un type comme Steve Jobs, qui considérait que les portables c'était pour les nazes. À la fin de la conception, les cadres d'Apple des différentes équipes supporteront à s'asseoir ensemble dans la même pièce, écrit le journaliste. Certains ont démissionné, d'autres ont été licenciés, et ça n'empêchera pas que Steve Jobs utilisera cette méthode pour les iPhones qui suivront, et qu'en 2010, un prototype d'iPhone 4 fut leaké. Oui, vous ne rêvez pas, il y a bien eu un leak d'iPhone et comment. Laissez-moi vous expliquer l'exclusivité Apple. Les ingénieurs peuvent avoir les iPhones alors qu'ils sont encore en période test. Et ça peut être un cadeau empoisonné, car si on perd le prototype, on peut se faire virer. À part pour un ingénieur d'Apple, et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Le 18 mars 2010, un ingénieur d'Apple du nom de Gray Powell, qui travaille sur l'application permettant de passer des appels, décide de se rendre au The Gourmet Ostrot à Redwood City. Et je ne suis pas sûr pour la prononciation, donc désolé. Pour passer son anniversaire, il dispose de l'iPhone 4, qui est encore au stade de prototype. Il a mis une prothèse qui fait croire aux gens que c'est un iPhone 3GS, donc la soirée se passe bien. C'est son anniversaire, il ira jusqu'à écrire un post sur son mur Facebook, donc ça va. Allez, mais voilà, quand il rentre chez lui, il a perdu l'iPhone, donc il décide de prévenir son manager, et ça va remonter jusqu'à Jonathan Ive, qui était à la tête des équipes responsables du design, des produits, et qui va devoir l'expliquer à Steve Jobs, ce qui rendra Steve Jobs tellement calme et heureux, comme la SMR. Au contraire, il était en colère comme une application qui veut aider ses annonces sur l'App Store. Steve Jobs retrouvera l'iPhone grâce à la localisation de l'iPhone. Il apprendra qu'il est aux mains d'un rédacteur en chef d'un site de tech nommé Gizmodo. Et tout ce que je vous dis, je reprends un article de Gizmodo. Car c'est ça la puissance. Ok, et vous vous demandez comment il s'est retrouvé aux mains d'un rédacteur en chef? Plus tard dans la soirée du 18 avril 2010, au The Gourmet Ostrot à Redwood City, un certain Brian Hogarth trouve l'iPhone sur un tabouret et il essaye de chercher à qui appartient le portable. Il n'a pas de réponse, donc il décide de le prendre, car il est honnête pour l'instant, et de le rendre à son propriétaire. Il attendra le lendemain, lorsqu'il utilise le portable dans le but d'avoir des informations, car il est honnête pour l'instant. Au début, il pensa que ce sera un iPhone 3GS, mais des choses intriguent. Principalement, la caméra à l'avant, qui n'est pas sur un iPhone 3GS. Une meilleure qualité d'image. Et puis, lorsqu'il utilise la caméra, elle ne fait que planter. Et le portable n'a pas de caractéristiques propres à elle. Juste deux codes barres collés à l'arrière. 8806.1, PEX1 et la 990, trait d'union DVT, trait d'union GE4X, trait d'union 0493 et un autocollant sur les boutons de volume. iPhone SWE L 2221. Il commence à comprendre que le portable est bizarre. Ce qui va lui permettre de confirmer qu'il a affaire à un prototype, c'est que le portable ne possède que 6 applications et dans une, l'application Facebook connectée en tant que Gray Powell. Par la suite, il ne pourra pas l'utiliser car Apple aura supprimé les données. Donc, Brian Hogarth décidera d'en parler à un ami et ils décideront d'appeler l'assistance téléphonique Apple pour expliquer la situation. Mais voilà, on croit pas et pense que c'est un canular et décide de raccrocher. Et c'est important à passer de la vidéo. Et là, Brian décide de ne pas rater son occasion. Et le lendemain, il contacte tous les sites de technologique et un site de technologie au nom de Gizmodo lui rachètera le fameux prototype pour 5000 $. Et donc maintenant revenons avec Apple. Apple a retrouvé le portable. Dans un premier temps, ils vont envoyer une lettre que vous voyez à l'écran. Et vous vous demandez comment je peux vous montrer cette lettre. C'est que le site en question, Gizmodo, l'a publiée à l'époque, car ils en ont rien à faire d'Apple. Et pourquoi? Car dans la loi californienne, il est stipulé que si un produit est perdu, le propriétaire dispose de 3 ans pour le récupérer. Premièrement, le propriétaire était Gray Powell, mais Powell l'a perdu, il l'a jamais récupéré, et lorsque Brian Hogarth a voulu rendre le téléphone, il est tombé sur l'assistance téléphonique qu'il a pris pour un canular. Donc, Brian Hogarth a la propriété. Ce qui entraîne que Steve Jobs s'acharnera à appeler le FBI pour qu'il procède à une assignation à domicile contre le rédacteur en chef de Gizmodo. Au final, la justice américaine ouvrira une enquête qui entraînera que Apple eut gain de cause car la société mère de Gizmodo, Walker Media, décida de divulguer toutes les informations et Brian Hogarth et son ami furent condamnés à 40 heures de travaux publics durant 1 an et une obligation de restitution de $125.
Et pour Gizmodo, il fut banni en 2010 de la Worldwide Developer Conference, où il avait l'iPhone 4 qui n'était plus une surprise, et l'iOS 4. Et le rédacteur en chef de Gizmodo fut perquisitionné. Vous voyez comme quoi Apple sait utiliser la justice, mais que lorsque ça les arrange. En conclusion, Apple avec son iPhone a été le pionnier des smartphones et son iPhone est devenu l'un des produits stars d'Apple, avec en outre le Mac, l'iPod et l'iPad. Mais ça n'empêche pas à l'iPhone de rencontrer des controverses. Par exemple l'anti-nugget, qui fait que la façon dont tenait l'iPhone en main pouvait entraîner le fait de ne plus capter le réseau. Les avis controversés sur l'iPhone se sont multipliés depuis la sortie de l'iPhone X, où on a la sensation que Apple se fout de la gueule de ses clients en se vendant son produit, et qu'on peut trouver moins cher et une qualité semblable, c'est la concurrence. Et cette critique peut être faite à Apple en général. Apple est la marque qui vend un ordinateur portable d'entrée de gamme à 1000 euros encore, qui décide à la sortie de ses AirPods, de ses écouteurs sans fil, que les iPhones qui suivront n'auront plus de prise jack, et qu'il faudra payer un adaptateur si on veut utiliser son casque filière. Mais ça n'empêche pas que Apple reste une très bonne marque, que ça soit au niveau qualité photo sur ses iPhones, la prise en main est vraiment très simple, et surtout le design. Et cette critique peut être faite à d'autres marques. Coucou Starbucks et Nintendo. Le futur nous le dira de ce qu'adviendra d'Apple et la téléphonie. Ou peut-être que la Terre disparaîtra en un claquement de doigts. Bref, c'était Kippa. La vidéo est finie et n'oubliez pas que j'ai dépensé la YouTube Money. Et laissez-moi en commentaire vos avis positifs et négatifs. Sunset on the bay. Sunset on the bay. I can feel the air. I can feel the air. The moving shadows of palm trees, waiting for my baby, staring at the pavement. I see, remember